bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver pour cette table ronde dans le cadre de cette rencontre de l'association aux captifs La Libération. Toi, toi et toi, pas fait pour le travail. Avec le point d'exclamation, on sent le vécu de personnes trop rapidement jugées inaptes au monde du travail, presque montrées du doigt, écartées, exclues de cette expression pourtant essentielle de la personne et de sa dignité. On peut dire que la route est longue pour faciliter l'accès à l'emploi pour tous ceux qui le souhaitent, malgré les mesures qui se succèdent depuis des décennies. Alors on verra ce que donne cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. On verra aussi ce que donne l'application de la loi Avenir professionnel pour favoriser l'intégration par l'emploi des personnes handicapées attendues avant le printemps prochain. Mais encore une fois, on peut dire que la route est longue. Alors certains ont pris des raccourcis. Et ils sont là aussi pour nous en parler. Ils ont pris des raccourcis avec conviction parce qu'ils considèrent qu'il est vital de faire bouger les choses, de s'engager. Et puis c'est aussi des histoires personnelles. Ils vont nous le dire. Et leurs aventures sont en quelque sorte des laboratoires d'expérience. Je vous les présente rapidement. Didier Goubert, le directeur de TAE, qui est Travailler et Apprendre Ensemble, une entreprise fondée par ATD Quart Monde. Jean-Marc Richard, président de la fondation Amipi Bernard Vendre. Vous nous direz, justement, l'a entendu, que vous êtes engagé dans l'industrie automobile. Yann Bucaille, président d'Emeraude et créateur des Cafés Joyeux. Et puis merci à Monseigneur Benoît de Sinetti d'être là. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris. Et on le sait, vous accompagnez au captif La Libération. Alors peut-être on peut commencer avec vous, Yann Bucaille. Vous êtes à la tête d'un groupe dans les énergies, engagé dans le solaire beaucoup, 150 salariés, 500 millions de chiffre d'affaires. Alors tout à l'heure, vous me disiez en aparté ce qu'il faut dire, donner ce chiffre-là. Mais je pense que c'est important de pouvoir signaler que votre entreprise fonctionne bien, a des résultats. Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans la création des Cafés Joyeux, cette enseigne de restauration rapide dont l'équipe de salariés est composée de personnes ayant un handicap mental? Et on peut dire aussi que vous étiez engagé à travers la Fondation Émeraude Solidaire pour partager votre passion à la voile à portée de tous en Bretagne. Merci pour cette présentation ou cette introduction. Je pense que ce qui fait que je suis ici, avant de parler de fragilité et de handicap, c'est avant tout le travail. Sur le site web de notre groupe, qui s'appelle émeraude.com, la première page, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a renouvelé le site, on a mis en très gros un proverbe qui vient donc du livre des proverbes, qui est l'activité est le précieux trésor de l'homme. Ou le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. J'étais très touché par l'intervention en introduction. Effectivement, qui est-on, nous, entrepreneurs, pour priver de ce droit fondamental qui est le travail de tant de millions de personnes ici en France, sachant que le travail, c'est une joie. J'aime beaucoup cette photo que peut-être certains de vous connaissent. C'est une jolie carte postale de la Bretagne. Il se trouve qu'on a nos origines sur la côte d'Émeraude. Et vous voyez entre deux rochers une jolie petite maisonnette. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent cette photo. Cette photo me plaît parce que vous avez la nature, magnifique, et vous avez la patte humaine. Je pense que l'homme est co-créateur. Je pense que le Seigneur nous a laissé cette chance de poursuivre son œuvre. Et c'est ça ce qui est très beau, c'est que cette petite maison a juste sa place, comme si Dieu l'avait voulu là, mais il nous a laissé, peut-être par élégance, il nous a laissé le soin de la construire nous-mêmes. Et le travail est plus qu'un droit, c'est source de vie. Alors c'est assez étonnant parce que ce qui nous a amené au Café Joyeux avec mon épouse, ça a été au départ par une activité plutôt caritative qui n'était pas liée au travail. C'est-à-dire que il y a à peu près 8 ans, nous avons fait construire un grand bateau qui s'appelle Efata, qui est un catamaran de 60 pieds, sur lequel on propose des navigations à la journée à des personnes dites en souffrance ou des personnes en fragilité. D'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir organiser une sortie avec les captifs
C'était à l'occasion des femmes du bois de Vincennes qui étaient venues naviguer sur la côte d'Émeraude, qui est une des plus belles régions de France. Et on a fait construire un bateau qui est sans doute le plus beau bateau de la région, qui est totalement adapté pour monter en fauteuil, et qui a permis, en l'espace de 8 ans, d'embarquer plus de 7500 personnes, qui sont des personnes avec toute forme de souffrance, de fragilité, d'exclusion, des personnes malades, beaucoup de personnes âgées, puisqu'on embarque des EHPAD, beaucoup d'instituts médico-éducatifs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 60 bénévoles qui se sont fédérés autour de ce projet. Au départ, ils viennent parce que le bateau est beau, parce que le bateau est rapide, mais ils le disent eux-mêmes, ils reviennent parce qu'ils sont touchés par les rencontres qu'ils font à bord des Fata. Et c'est justement ces rencontres qui nous ont amenés, avec mon épouse, à la création des Cafés Joyeux. C'est à l'issue d'une navigation, ce jeune garçon qui s'appelle Théo, qui est autiste, 20 ans, me dit « Capitaine, c'était très bien, merci pour cette navigation. Merci, Capitaine ». Il me prend le bras et il insiste. Et je lui dis « Mais Théo, c'est moi qui te remercie, parce que c'est grâce à toi qu'on a fait ça. Si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas organisé tout ça. Et moi aussi, j'ai passé une belle journée. » Et puis il insiste, et je lui dis « Mais tu veux me dire quelque chose, Théo ?» Il me dit « Oui, Capitaine, il paraît que toi, tu es patron. Tu n'as pas un métier pour moi ?» Et moi qui pensais avoir fait un peu ma BA, de lui proposer une journée de navigation en mer, j'ai pris conscience que j'étais à côté de la plaque, puisque je suis au départ entrepreneur. Ma mission, c'est de proposer du travail. Et donc Théo, je lui ai dit la vérité, je n'étais pas préparé à cette question. Je lui ai dit « Non Théo, je n'ai pas de travail pour toi. » Lui qui était si joyeux, il est devenu en colère. Son visage s'est refermé. Il m'a dit « C'est pas juste. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux travailler. Je veux être utile. » Et voilà l'histoire qui commence sur ce bateau, qui fait qu'on est passé d'une action où on faisait quelque chose pour ces personnes en fragilité à un projet totalement différent qu'on est en train de monter avec eux. Et le principe des Cafés Joyeux, c'est non seulement d'être une entreprise ordinaire. On a parlé d'entreprise de monde protégé ou milieu ordinaire. C'est une SARL, comme les autres, qui est soumise aux mêmes contraintes que les autres, qui a une particularité qui fait qu'on devient extraordinaire, c'est que 80 à 90% des équipes, en l'espace d'un an, donc nous avons monté 2, on va bientôt monter le 3e Café Joyeux, on a recruté 25 équipiers joyeux, tous en cuisine, au service, au comptoir, des baristas, avec pour objectif premier de montrer à la cité qu'ils ont leur place au cœur du monde et qu'ils ont une place dans laquelle ils sont capables de produire, de créer de la valeur et d'être même comparés aux meilleurs là où les cafés se situent. C'est-à-dire qu'on a choisi non pas de se mettre en périphérie. Et j'ai rien contre, il y a énormément d'initiatives fantastiques qui sont notamment des restaurants d'application dans des ESAT qui font un travail admirable. Mais je dirais que la nouveauté, sans prétendre inventer quoi que ce soit, mais en tout cas le point différenciant pour nous, c'est d'être au cœur de la cité face aux meilleurs restaurants. Et cette histoire, si vous voulez, nous apprend beaucoup. On est encore en phase de création du modèle. Maintenant, on se sent appelé à la développer, d'abord parce qu'on a beaucoup de demandes qui viennent de familles, de parents, d'associations pour ouvrir des cafés joyeux ailleurs. Et je dirais surtout parce qu'on se rend compte, par tous les témoignages qu'on a, à commencer par ceux des parents ou ceux des convives, que ces personnes-là ont un message à nous passer. Jean Vanier parle beaucoup de ce message de paix qui va passer au travers des personnes avec handicap.
je pense qu'effectivement, quand il dit que, je crois que c'est lui qui pose la question, est-ce que finalement, ce n'est pas le refus de l'acceptation de l'autre qui est une forme de handicap? Depuis 1 an maintenant, je porte tous les jours 2 chaussures différentes. Et je n'ai jamais dérogé à cette règle, y compris quand j'ai des rendez-vous avec des banquiers. Bon, là, c'est très facile, c'est des mocassins avec des couleurs différentes. Mais c'est l'uniforme chez Joyeux. Parce que le message, c'est de dire que la différence est une chance, mais la différence est source de production et source de performance. On a souvent opposé le handicap et la performance. Et j'espère qu'on arrivera à démontrer avec Joyeux que la différence et la fragilité contribuent à la performance. Les personnes dans le métro, ça arrive, qui m'interrogent en disant « Vous êtes mal réveillé ce matin ?» en regardant mes chaussures. Pour celles qui me posent la question, parce que vous en avez d'autres qui vont s'éloigner de moi, à ce moment-là, je pense à ces équipiers joyeux ou à ces personnes avec handicap dont on s'éloigne parce qu'ils ont un visage différent. Mais ces personnes-là qui me demandent « Mais pourquoi ?» Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour d'avoir 2 pieds droits? Pourquoi est-ce qu'on veut que nos pieds se ressemblent? C'est bien parce que mon pied droit est différent de mon pied gauche que je peux avancer. Et c'est grâce à ça que j'arrive à marcher. Et j'ai l'impression que dans ce monde assez formaté, sans vouloir être donneur de leçons, tous les gens qui réussissent se ressemblent. Ils veulent être pareils. Ils veulent répondre à des codes. Parce que ce qui est différent, ça dérange. Et on n'aime pas être dérangé. Mais dès l'instant où on passe le cap de la peur, une fois, il y a un monsieur qui est rentré au Café Joyeux à Rennes. Il me dit « Monsieur, c'est vous qui êtes à l'initiative de tout ça ?» Je dis bah, « C'est moi, c'est eux. Avec moi, bien sûr, mais on a fait ça ensemble. » Il me dit « Je peux vous faire une confidence, monsieur ?» Je dis « Avec plaisir. » Je suis passé il y a 3 jours. J'ai vu cette jolie vitrine. Je m'approche. Je vois au travers de la vitrine des jolis produits. Je vois une décoration attirante. Dans une rue piétonne, là, très branchée de Rennes. Je me dis, tiens, c'est intéressant, c'est nouveau. Je pousse la porte. Et là, je vois les gens et j'ai eu peur. Et je suis parti. Ça fait 3 jours, monsieur, que je ne dors pas. J'y pense toutes les nuits. Donc je reviens. Je lui dis, monsieur, merci. C'est aussi ça le but des cafés joyeux. Parce que quand on passe cette barrière de la peur, on rentre grâce à la rencontre dans ce que la sœur Emmanuelle appelle souvent la rencontre qui permet la compassion, une forme d'empathie, j'ai envie de t'aider. Et puis quand on va au-delà, on passe dans une forme d'émerveillement. Et si vous saviez ce dont sont capables nos équipiers joyeux quand ils produisent une bonne cuisine, quand ils servent de bons cappuccinos, c'est quelque chose qui nous impressionne tous, à commencer par les parents. Voilà, donc je voulais juste terminer en faisant une toute petite publicité, parce que c'est une entreprise, donc je profite de l'invitation de Thierry pour vous dire, je ne sais pas combien de personnes ici, mais je suis sûr que parmi ces peut-être 150 personnes qui sont là, il y a des buveurs de café. Le café, c'est un côté convivial. Maintenant, notre entreprise, elle a besoin de consommateurs. Parce que pour fonctionner, on est très attendu, autant au niveau politique que par le monde du médico-social, que par l'entrepreneuriat en général. On est très attendu, c'est est-ce qu'ils vont être rentables ? Chez Joyeux, là où on recrute, à Paris, on a recruté 17 ou 16 CDI pour 2 encadrants. Là où on pourrait faire fonctionner un café à 5 personnes maximum. Maintenant, on va être rentable. Mais on va l'être aussi parce que on veut que vous veniez consommer là-bas. Vous allez venir, revenir. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas aller rue Saint-Augustin à Paris ou Passage Choiseul, qui est le café qu'on ouvre dans 1 mois à l'occasion de la semaine du travail des personnes handicapées, nous avons lancé une gamme de cafés que vous pouvez commander sur Internet, sur joyeux.fr. Et là, vous ferez livrer à votre domicile le lendemain, enfin dans un point relais à côté de chez vous le lendemain, ou à votre domicile au bout de 48 heures,
un café avec des capsules compatibles Nespresso ou alors en grains. Et c'est un excellent café qui a été torréfié par une femme qui est meilleur ouvrier de France. Et j'espère que ce café va supplanter les grandes marques internationales parce que l'intégralité des bénéfices, bien sûr, vont permettre d'ouvrir de futurs coffee shops et restaurants en France et peut-être ailleurs. Donc je regarderai demain s'il y a eu beaucoup de commandes, mais là, je dirais peut-être une centaine de coffrets. C'est pas plus cher que les meilleurs et c'est bien meilleur, surtout que le premier geste que vous faites le matin en vous levant, certains le font même avant de prendre la douche, c'est de se faire un petit café. Vous savez que c'est un geste qui a du sens et surtout qui permettra de faire bouger les lignes au niveau du handicap et du travail du handicap en France. Merci Yann. Le visuel des cafés joyeux, le voilà. Ce garçon avec des grands yeux et un sourire bien coiffé. Dans le livret qui présente la démarche, il y a cette phrase de Saint-Augustin: quel que soit le chemin de l'un ou de l'autre, pour l'atteindre, on s'efforce tous d'atteindre la même chose, la joie. Peut-être très brièvement, pourquoi la joie est au cœur de cette aventure? Parce que je suis persuadé que la joie se trouve dans l'accomplissement d'un travail bien fait, quelle que soit sa profession, qu'on soit mère de famille auprès de ses enfants dans l'éducation, quel que soit le niveau hiérarchique dans une entreprise, qu'on soit dans une association, qu'on soit en recherche d'emploi. On éprouve beaucoup de joie quand on progresse et quand on a le sentiment du travail bien fait. Et la joie va au-delà des épreuves. J'ai un exemple tout simple. Quand on a fait l'inauguration de notre premier Café Joyeux à Rennes, c'était un moment très très tendu. Il y avait énormément de points de détail à régler et on attendait les journalistes puisqu'on organisait une conférence de presse. Et une de nos équipières, Mathilde, trisomique, au moment où les journalistes arrivent, se met à fondre en larmes et à commencer à crier. Cette espèce de crise d'angoisse qui était impossible à arrêter. Et ce qui était magnifique, c'est que Mathilde était totalement naturelle. Je me suis retrouvé devant les journalistes à dire voilà, on est comme ça, on ne triche pas. Voilà comme on est. Évidemment que ça avait cassé un peu le plan de dire on s'appelle Joyeux. Mathilde qui criait. Et à ce moment-là, Fabien, un autre serveur trisomique, apporte à un journaliste 2 cafés sur un plateau en s'appliquant avec beaucoup de soin. Et il le sert avec le cœur, comme on le dit. Et le journaliste disant « Mais j'ai demandé qu'un seul café ». Et quelqu'un autour de la table dit « Mais c'est comme ça chez Joyeux, vous en commandez un et on vous en sert 2 ». Et Mathilde, qui elle pleurait encore beaucoup, on essayait d'oublier ses cris, entend cette phrase, se met à sourire, puis elle se détend. Et elle a passé toute la conférence de presse à faire des câlins aux journalistes. C'est ça la joie. C'est pas quelque chose de très de superficiel. Voilà, donc en tout cas, on éprouve beaucoup de joie à travailler, et plus particulièrement avec ces équipiers joyeux. Merci Yann. Une société ne peut se développer que si on permet aux personnes les plus fragiles, notamment celles en situation de handicap cognitif, de se développer en apprenant. Jean-Marc Richard, vous prenez à juste titre votre micro parce que vous connaissez, j'imagine, par cœur cette intuition de Maurice Vendre, votre fondateur, qui était père d'un enfant atteint de trisomie. Et cette intuition semble peut-être pour beaucoup aller à l'encontre de l'exigence de performance de l'économie de marché, de la doxa, du monde de l'entreprise. Et pourtant, vos usines tournent. Alors ça n'est pas sans difficulté, peut-être que vous allez nous en dire un mot. Mais en tout cas, elles tournent en répondant à l'exigence de l'industrie automobile. Moi, ma rencontre avec le handicap était la suivante. C'est Bernard, qui était un ami, le fils de Maurice. Mon père et lui étaient au lycée du Parc pendant les années de la guerre. Et pour eux, c'était impensable qu'on exclue des gens pour des raisons de race ou de religion. Et en plus, une personne, c'est une personne. Voilà. Donc c'est non négociable. Et ce qui est très, très amusant, c'est que Bernard était plus âgé que moi.
on allait au café, c'était une histoire de café, et lui, il était ouvrier chez Nicole. Autrement dit, il ne demandait rien à la société, il était complètement autonome, il était trisomique, mais il avait beaucoup appris, parce que son père avait identifié le fait que c'est la succession d'apprentissages qui va faire que le cerveau va se développer et qu'on va créer des synapses. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Et cette organisation, je pense, c'est une des plus grandes mondiales au niveau de l'expériment. Mais je reviens sur Bernard. Au moment de payer l'addition, alors que j'étais étudiant, je faisais des petits cours pour non pas survivre, mais pour pouvoir m'amuser et puis aussi m'occuper. Et c'est toujours moi qui payais l'addition. Alors ça m'agaçait profondément. Et je me suis dit, dans le fond, Bernard, il est complètement normal. Il est radin comme tout bon Lyonnais. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la première des choses à comprendre, c'est qu'on est face à des personnes, quels qu'ils soient, on est tous différents. On a nos avantages, nos inconvénients, on a nos façons de fonctionner. Et ce qui est très étrange, et je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici, c'est que moi j'étais compagnon de Maurice Vande, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il faisait, de travailler sur la plasticité du cerveau. Et en 2002, je me souviendrai toujours de la date, je suis chez notre principal client, alors que la mondialisation de l'économie vient de se faire. Donc vous voyez ce que ça veut dire, les barrières douanières tombent, etc. Dans une impréparation la plus totale, le groupe industriel vraiment de très très grande qualité qui était avec nous depuis si longtemps nous annonce que lui-même, sa survie est en jeu et nous annonce que, bien évidemment, notre activité est maintenant, c'est un prix du simple au double avec des compétiteurs qui sont au Maroc. Et je vais vous faire sourire, hein, et tout le monde se met à pleurer. Parce qu'on sait que ça veut dire inéluctablement la fermeture de ces usines où il y a, à cette époque, à peu près 1 millier de personnes. Et moi, qui avais 42 ans, j'étais dans le cadre dans des entreprises comme IBM, j'avais créé des citadines, j'étais aussi entrepreneur. Je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on trouve quelque chose. On doit pouvoir se débrouiller pour conserver ces usines. Voilà. Et je me souviendrai toujours, 2002, 42 ans. Et c'est cette histoire qui est pas banale parce qu'en fait, je pense, et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir, c'est que si on change les variables d'ajustement, pour revenir, on peut toujours se débrouiller. Hein. Ça, c'est la conviction que j'ai à 58 ans. Et que ce qui est extrêmement important, c'est que le problème soit bien posé. Alors le problème, il ne peut pas être bien posé par une seule personne. Il doit être posé, bien sûr, par les équipes au sein de notre organisation, mais il doit être aussi posé auprès des clients. Donc les clients, c'est très important. Il faut absolument qu'on recolle, vous l'avez compris, au système industriel, parce que tout le monde peut dire, bon, bah, c'est bien, le regard sur l'autre, le changement de regard, etc. Mais pour qu'il y ait du travail, il faut réfléchir justement sur le travail, la nature du travail. Et moi, je me dis quand même, quelque part en France, on a fermé beaucoup d'usines où il y a du travail manuel. Beaucoup d'activités manufacturières ont été liquidées. Et quand je vais dans d'autres pays, comme la Suisse ou l'Allemagne, je ne vois pas du tout ça. Je ne vois pas du tout ça. Donc, je me mets à travailler avec les gens de Volkswagen. Je regarde comment ils fonctionnent, comment ils évitent, vous voyez, qu'il y ait autant de gens, d'usines qui ferment. C'est à peu près 1 million qu'on a fermé. Et je regarde parce que je suis un homme de chiffres. Hein, donc, j'aime bien savoir. En fait, je me pose toujours 3 questions. À quoi ça sert? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Et systématiquement, je me posais ces questions. Et je voyais bien que les variables d'ajustement telles qu'elles étaient retenues en France nous emmenaient dans le décor, ce qui a été le cas d'ailleurs. On disait toujours d'ailleurs au conseil d'administration de la MIPI, on suit l'enterrement. Donc c'est une histoire beaucoup moins gaie que la vôtre. Et puis en finale, petit à petit, j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai eu 2 intuitions
hein, c'est d'abord, il faut s'appuyer sur ce qu'a fait Maurice Vendre, la plasticité du cerveau, et il faut mettre absolument le scientifique au cœur de notre organisation. Et en 2005, on devient fondation reconnue d'utilité publique. Je ne sais pas si ça veut dire pour vous quelque chose, pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est qu'on a les statuts de l'Institut Pasteur. Autrement dit, l'État envoie 2 administrateurs pour suivre notre activité, essayer de la mesurer. Je me dis, c'est bon, je vais pouvoir partir en vacances. Eh bien, pas du tout. Il faut continuer à rencontrer du monde, convaincre, faire en sorte que, alors qu'on avait un grand client qui nous a soutenus par des décisions de personnes physiques, de dirigeants, mais pas que les grands patrons, beaucoup de gens étaient très attachés à notre survie. Hein, je tiens à les saluer, c'est les gens de Peugeot, hein, de PSA comme on dit, les Peugeot. Et puis Renault nous rejoint. Et là, je me dis, c'est bon, on va pouvoir l'emporter, mais se pose la question de la compétitivité industrielle. Et là, je dois vous dire que la bataille n'a fait que commencer avec l'administration française. Il y a une petite loi qui s'appelle l'AGFIP. On doit avoir 6% de personnes avec ce qu'on appelle des handicaps. Et nous savons que handicap cognitif, des gens qui ont des schizophrénies, des gens qui ont des trisomies, c'est pas pareil que handicap physique, puisque nous avons travaillé sur ce sujet-là, comme vous même. Et donc, ça veut dire qu'il faut surtout apprendre le savoir-être, les savoir-faire de la même façon, mais surtout s'adapter aux gens tout en ayant des objectifs de compétitivité qui sont absolument nécessaires. Mais pour ça, il faut que les gens soient joyeux, c'est-à-dire qu'il faut que l'organisation fasse que les gens d'eux-mêmes, et ça c'est un mot très important, décident ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'il faut leur donner l'autonomie et le goût du travail bien fait par eux-mêmes. Si vous dites à quelqu'un toujours « tu dois faire ci, tu dois faire ça », etc., il ne va jamais pouvoir se développer. Si vous lui expliquez bien ce qu'il a à faire, je peux vous dire qu'il n'y a aucun handicap. Aucun handicap. Les gars qui travaillent chez nous, en termes de compétences, de rapidité, d'efficacité dans le travail, ont des capacités bien supérieures à, je ne vais pas vous dire vous tous, puisque ici, il n'y a plus de travail manuel à Paris, ce qui est d'ailleurs très, très inquiétant pour ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est une chose que je pense qui est très importante, c'est que toute personne puisse avoir à la fois son travail et les apprentissages qui lui permettent de devenir ce qu'il est. On peut peut-être rappeler quelle est la nature concrète du travail. Alors, je pense que vous l'avez bien vu dans le film, on fait 6,5 millions faisceaux de câbles par an. On a 6 usines, on doit produire pour 1 million de produits vendus. On a le droit à 6 erreurs. Autrement dit, on est d'abord des industriels, c'est le moyen. Ça a été très bien expliqué par le jeune directeur qui dit le moyen, c'est d'être industriel. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. On peut faire tous les trucs qu'on veut, mais il faut qu'à un moment donné, la compétitivité, vous le disiez, est essentielle. Et puis surtout, il ne faut pas le faire qu'avec des subventions. Notre système ne coûte rien, je tiens à vous le dire. On touche 10 millions d'euros d'aide au poste, mais on donne autant en TVA, en charge. Et donc, on est en train d'analyser de très près le modèle, parce que je pense qu'en plus, avec l'insertion, on fait gagner 5 millions d'euros par an à la dépense publique. La deuxième chose que je voulais dire, qui est très important, on lance un livre, Le travail qui guérit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un autre personnage, ce n'est pas Maurice Vendre et le professeur Robert Debré qui ont travaillé sur la plasticité, tous les deux sont décédés. Mais leur travail est phénoménal. Mais celui qui est remarquable, c'est le professeur Ougourian, qui est neuropsychiatre. Il m'a conforté dans les idées suivantes. C'est que, vous voyez, ce qu'il faut, c'est regarder le vol des étourneaux. Comment on fait pour manœuvrer ensemble sur des grands sujets. Il y en a une qui s'amuse parce que je lui ai expliqué ça tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a des neurones miroirs. C'est un concept qui est révolutionnaire. On apprend par le désir de l'autre. D'accord ? Et en fait, on n'a pas forcément nous-mêmes beaucoup de désirs. Ce n'est pas moi qui vous l'expliquer, c'est le professeur Gourlian. J'espère que vous le recevrez. Il intervient sur Radio Notre-Dame mardi prochain, le mardi 21. Et lui m'a mis dans la conviction que si mon intentionnalité est très forte, c'est-à-dire si mon désir de faire quelque chose, normalement, par ricochet, ça doit pouvoir être partagé par d'autres qui vont s'approprier ce propre désir. D'accord ? Et c'est ce qui s'est fait dans notre aventure parce que petit à petit, tout ce qui était bloqué, tout ce qui empêchait de dire
Voilà, on va faire en sorte que votre compétitivité soit bonne en reconnaissant les mérites de l'insertion, par exemple, systématique. Et j'adore ce que vous avez dit, Madame la Présidente, à savoir qu'il faut une société inclusive, mais une vraie société inclusive, pas une société qui parle de l'inclusion. Il faut trouver du vrai travail, il faut faire de la vraie RSE, il faut faire du vrai dialogue social. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Vous voyez, moi, je viens de province, de Cholet, c'est là où est notre activité, on est à Nantes. Les gens, je peux vous dire que dans le dialogue social, où on a tous les syndicats, CFDT, FO, CGT, etc., on sait dialoguer parce qu'il y a toujours cette triangulaire entre les salariés, la direction et les administrateurs qui sont bien sûr bénévoles. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que les gens puissent se développer et s'intégrer comme n'importe quel citoyen dans la société. Quand même, comment ça marche? 650, 750 employés en situation de handicap dans des mêmes entreprises. Alors, je vais vous dire, usines. c'est la dualité. Le concept numéro 1, c'est la dualité. C'est-à-dire que la même activité doit simultanément faire de très bons produits, 6,5 millions de produits à niveau de qualité, et développer le cerveau des gens individuels et collectifs. Ça, c'est le premier point. La deuxième idée, c'est la fluidité. C'est-à-dire, si on veut que notre modèle se développe, il faut qu'il serve à la société et qu'il serve bien sûr aux personnes qui sont concernées. Et ça veut dire que quand Renault est venu, on a eu un souffle d'activité, on a embauché 400 personnes, dont beaucoup, vous voyez, là, on a un regard sur le handicap cognitif, les nouvelles maladies, énormément de schizophrénie, de maladies psychiques, beaucoup plus qu'avant. Peut-être liées au cannabis, j'en sais rien, mais c'est nous, on ne le sait pas, c'est les parents qui nous le disent. Et on a inséré 100 personnes. Tenez-vous bien, 100 personnes. Il y a des sites, c'est jusqu'à 25% des personnes qui sont insérées dans les entreprises ordinaires, avec de vrais CDI. Hein. Et je pense que cette expérience, elle est en train d'être regardée. On va la présenter au CESE, Conseil économique, social et environnemental, le 19 novembre. Les pouvoirs publics la regardent de manière attentive. Mais je pense que ceux qui peuvent comprendre, c'est ceux qui vont dans nos usines pour les visiter. Du coup, on fait beaucoup de voyages, d'informations, parce que les meilleurs héros, ceux qui savent expliquer, ce sont ceux qui se sont insérés, qui sont en stage, etc. Je pourrais vous l'expliquer, mais ça prendrait toute la soirée. On va en reparler après avoir entendu aussi Didier. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. TAE Travailler et apprendre ensemble, c'est un projet pilote d'ATD Quart Monde qui, si mes notes sont bonnes, qui a été créé en 2002 dans le but de permettre l'accès à tous au travail, à la formation professionnelle. Vous êtes installé dans un lieu historique pour ATD Quart Monde, puisque c'est Noisy-le-Grand, là où le père Joseph Wrezinski a fondé ATD Quart Monde, aux côtés et pour les familles pauvres qui y vivaient. Peut-être que ça rejoint d'ailleurs l'expérience ou la conviction de Jean-Marc, puisque pour vous, eh bien, nul n'est inemployable. C'est une sorte de leitmotiv. Est-ce que vous voulez nous raconter concrètement cette aventure de TAE? Bonsoir à tous. Est-ce que ça marche là? Très bien. Donc, effectivement, le mouvement ATD Quart Monde a mis le droit à l'emploi, le droit au travail pour tous, dès son origine en 1957, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait un peu plus de 60 ans qu'on se bat en disant que chacun a droit à l'emploi parce que c'est un élément fondamental de sa construction. Donc ça a été dit par Madame la Présidente, il parle beaucoup de monde. Je devais venir aujourd'hui, ce soir, avec notre délégué du personnel, qui est une personne du Quart Monde, qui s'est reconstruite petit à petit à travers ce travail et qui aurait dû vous dire tout le bien qu'elle a retiré de ce travail. En quelques mots, je le dirais de manière assez rapide. Elle était sans travail, bien entendu. Elle était sans emploi. Elle était avec des enfants qui étaient placés à l'assistance. Elle était sous curatelle. Et puis, 10 ans après avoir travaillé, elle a un emploi. Elle a un logement dans le droit commun. Elle a récupéré la garde de ses enfants et elle n'est plus sous tutelle. Voilà. Et ça, c'est des choses que vivent les gens du Quart Monde. Et c'est en particulier ce qui a frappé Emmanuel Macron il y a 2 mois quand il est venu à Noisy. Il a d'abord discuté avec des militants Quart Monde, donc ce qu'on appelle des gens vivant la situation de grande pauvreté et de grande exclusion en France, qui venaient de toute la France pour lui expliquer quelle galère ils vivaient, une galère liée à la garde de leurs enfants, aux problèmes de financiers, aux problèmes de travail, où bien sûr on n'a pas de travail, on n'a pas de diplôme, on a été exclu de l'école de toute façon depuis très longtemps, donc on n'a rien.
Et puis, après 3 heures de discussion avec ces gens-là, où quelque part il est sorti un peu assommé en disant mais qu'est-ce que je peux faire, quoi, tout ce qu'on a prévu, ça ne fonctionne pas. Il est arrivé à TAE, et à TAE, il a rencontré les mêmes personnes, mais qui sont en travail depuis 5, 10, 15 ans, pour certaines d'entre elles, et qui tout ont dit, bah voilà, nous voilà, on s'en est sortis. Alors, certes, on a encore nos problèmes personnels, on a les problèmes familiaux, on a les problèmes avec nos enfants, avec nos conjoints, on a des problèmes qui continuent à nous, mais on a réglé une grande partie de ces sujets. Donc pour nous, c'est clair que ce droit à l'emploi est fondamental. Alors on se bat dessus depuis 60 ans. Et la première chose qu'avait fait le fondateur, c'est créer donc une entreprise localement à Noisy-le-Grand. Donc on a toujours les mêmes locaux, dans laquelle il avait mis une menuiserie. Et donc les gens du bidonville qui étaient là venaient travailler dans cette menuiserie pour apprendre un métier, pour se remettre d'aplomb, pour essayer de redémarrer leur vie. Et bien entendu, et un peu contrairement à ce que disait Yann tout à l'heure, malheureusement, l'atelier de menuiserie n'arrivait pas à être rentable. Donc en gros, les gens qui travaillaient là-dedans ne pouvaient pas avoir un salaire digne, suffisant pour vivre. Et donc, le mouvement Télégramme mettait au pot pour quand même dire aux gens, écoutez, vous avez travaillé, vous avez droit à un salaire digne, donc vous avez droit au SMIC. Et pendant 20 ans, le père Wresinski, Père Joseph, s'est battu auprès du gouvernement pour dire mais regardez ce qu'on fait, ça a du sens pour ces personnes, aidez-nous, et en particulier, donnez-nous un peu de subvention. Et ça a abouti en 88, donc 20 ans après le démarrage de la menuiserie, à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que vous avez présenté comme l'IAE, l'insertion par l'activité économique. On n'a pas été les seuls à pousser pour créer ce projet-là, mais on a été parmi les premiers à avoir une structure qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui une structure d'insertion. 88 création, et nous, le mouvement Télécarmonde, on est pour faire bouger les lignes. On n'est pas pour faire au sens multiplier les actions, mais on est là pour faire bouger les lignes. On avait dit, on a gagné notre combat, on a bougé les lignes, et donc on a transféré la menuiserie à une entreprise, une association gestionnaire locale. On a dit, non, nous, on a fait notre truc, on a fait notre job, on va s'occuper du travail ailleurs. Donc on est allé travailler ailleurs dans le monde des entreprises, en particulier avec un gros partenariat qu'on a mené avec Seb, pour que Seb essaie d'intégrer au sein de ses équipes de production des gens venant du quart-monde. Avec, je dois le dire, peu de résultats. Et ce qu'on a constaté à la fin du siècle dernier, début de ce siècle-ci, c'est que finalement, l'insertion par l'activité économique, ce n'était pas si top que ça pour les gens du quart-monde. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Comme vous le disiez très bien, en fait de compte, les plus pauvres n'accèdent pas aux structures d'insertion, contrairement à ce qu'elles sont faites. Elles sont faites pour ça, normalement, mais il y a tellement de monde qui en ont besoin, il y a peu de place, et puis en plus, le gouvernement demandant des résultats de sorties positives, les gens du quart-monde, on les prend plus. Et puis même ceux qui ont la chance d'accéder à ces structures-là, malheureusement, la vitesse d'évolution de notre société est telle que ces gens ne sortent pas vraiment avec un emploi. Alors, il y en a qui s'en sortent, il y a 25-30% de gens qui s'en sortent effectivement avec un emploi durable, mais la majorité des personnes ne fonctionnaient pas. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Notre modèle sur lequel on s'est battu dans les années 60-70 et on croyait avoir trouvé ne fonctionne pas, donc il faut qu'on imagine autre chose. Et là, du coup, on se dit, on va faire un autre modèle. Donc on va réfléchir à un autre modèle, toujours en partant des personnes. Donc on réfléchit avec les personnes qui étaient encore, non plus dans le bidonville, mais dans le centre d'hébergement que nous avons toujours à Noisy-le-Grand. Donc une 50aine de familles qui sont toutes parmi les gens avec des grosses problématiques, comme j'ai pu le présenter au départ. Et on réfléchit à ça et on se dit, il faut faire 2 choses fondamentalement différentes de l'IAE. Premièrement, il faut que ce soit des structures mixtes. On ne va pas faire des structures pour pauvres, pour réinsérer les pauvres en espérant que ça rebondisse. On va faire des structures mixtes. Donc, en gros, on va réinventer l'entreprise avec des gens qui sont de la plus grande mixité possible, c'est-à-dire des gens qui sont diplômés, qui n'ont pas de problème pour trouver du boulot, des ouvriers traditionnels, et puis des gens en grande difficulté. Et on va mélanger tout ça. Et puis, deuxièmement, pour que ça fonctionne bien pour les personnes les plus en difficulté, on va d'une part leur donner à tous des CDI. Et donc, on va arrêter cette logique de dire vous êtes là pour 2 ans et si tout va bien, tant mieux. Puis si ça ne marche pas, tant pis pour vous. Donc là, c'est des CDI. Et puis, cerise sur le gâteau, on ne vous licenciera pas. Vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez. De toute façon, c'est un droit à l'emploi. Donc, vous êtes dans la boîte et on vous garde.
Et donc c'est à partir de ça qu'on a créé TAE, avec ces 3 contraintes-là, enfin ces trois caractéristiques, une grande mixité et la plus large possible. Donc à TAE, vous avez des polytechniciens, des gens qui ont fait HEC, et puis des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qui sont en situation de grande exclusion et qui, à 35-40 ans, n'ont toujours pas bossé, quoi. Et donc on mélange tout ça, on a un CDI à tout le monde, et puis on se dit, maintenant que tous ces gens sont là, on les garde de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, on a donc construit ça avec 3 résultats. Premier sujet, c'est qu'effectivement, personne n'est inemployable. On va toujours chercher les gens qui sont le plus en difficulté parmi les gens du quart-monde. Donc on s'est dit, si on arrive avec le plus en difficulté, ça veut dire que ça marche pour tout le monde. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on y est arrivé. Deuxième chose auquel on est arrivé, c'est trouver la façon de faire. En gros, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez managérialement parlant ? Et ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est ça qui nous touche le plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche finalement ? Pour que ça marche sans avoir à licencier ? Pour faire en sorte que ça soit un cercle vertueux. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire ? Et troisièmement, on a espéré un moment, on a rêvé un moment qu'on arriverait à l'équilibre économique. Et que, du coup, ça serait facile de dupliquer, parce que comme ça marche, et que c'est économiquement, ça tient la route. Et ça, pour le coup, on n'y est pas arrivé. Et ça fait 16 ans qu'on essaye, et ça fait 16 ans qu'on n'y arrive pas. Et je ne vous dis pas, cette année, c'est catastrophique en plus. Donc, ça sera une des pires années de ces 5 dernières années. Donc, en pratique, on n'a pas réussi à aller au bout de ce rêve qu'on pouvait avoir. Et donc, on s'est dit depuis quelques années, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre pour que le gouvernement, pour que la société accepte de subventionner ça. Et c'est là-dessus qu'on a choisi de développer le projet de territoire zéro chemin de longue durée, qui est finalement la suite logique pour nous de TAE. Mais on n'en parlera pas trop ce soir, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout. Je voulais juste donc insister sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et c'est d'autant plus intéressant, à mon avis, que ces recettes-là, alors ce n'est pas des recettes, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit qui se développe à TAE, rien n'empêche que toutes les entreprises de France et de Navarre s'en emparent. On sait bien que les entreprises ne vont pas nous copier au sens où dire on va prendre tous les gens les plus cassés et puis surtout on ne va pas les licencier. Donc ça, on ne rêve pas trop. Hein. Même si on arrive. Peut-être des entrepreneurs qui vous regardent avec des grands yeux. Des grands yeux, oui. Alors, les 2 points clés que je voudrais mettre en avant sont 2 points fondamentaux qui se réfèrent à 2 phrases de citations que j'aime bien. La première de la philosophe Simone Veil qui disait « Aimer, c'est renoncer au pouvoir qu'on a sur les autres ». À TAE, dans la mesure où on a décidé qu'on ne licencierait personne, moi, en tant que directeur, je n'ai aucun pouvoir sur les salariés. Je ne peux pas les licencier. Donc, ils font une connerie, ils font une connerie. Et je peux vous dire, des conneries, on en a eu. Hein. Il y en a quelqu'un qui est arrivé un jour avec une hache pour taper sur un collègue. Il y en a un qui est parti avec la caisse. Il y en a un troisième qui... voilà. C'est des choses qui arrivent dans une entreprise. Mais... J'espère pas trop souvent quand même. Pas trop souvent. Pourquoi pas trop souvent ? Parce que si vous apprenez à aimer les personnes que vous avez en face de vous, elles finissent aussi par vous aimer et par aimer votre entreprise. Voilà. Et en pratique, c'est ça qui se vit à TAE. Depuis 16 ans que ça existe, les gens rentrent peu à peu dans un cercle vertueux où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à TAE. Mais jamais au début. Donc il faut être patient. Mais c'est ce que nous apprenons à faire à TAE. Et je dirais aujourd'hui, le fait de dire aux gens « je renonce au pouvoir que moi, je peux avoir sur toi » est extrêmement positif dans la durée avec toutes les personnes qui sont là. Et puis la deuxième maxime que nous aimons bien, c'est aimer, celle-là elle est du Père Joseph, c'est aimer pour connaître et connaître pour aimer. En pratique, nous aimons les gens qui arrivent a priori, mais on ne les connaît pas. Et ils ont tous des vécus qui sont très lourds. Et peu à peu, grâce à ça, on commence à les connaître. Et en plus, on les connaît. En plus, on a envie de les aimer. Voilà. Et la réalité de TAE, c'est ça. Alors certes, c'est une petite équipe. On est 22 salariés aujourd'hui. On n'a jamais été plus de 25, en fonction de l'activité économique qui est quand même un peu fluctuante, parce que c'est quand même là aussi, on est quand même une entreprise. Mais je dirais que c'est fondamental pour nous
de créer cette relation humaine qui se vit, où peu à peu les gens deviennent rapides, alors plus ou moins rapidement. Certains mettent 5-6 ans. Ça aurait été le cas en particulier de la déléguée du personnel que j'ai avec moi là aujourd'hui, qui est une fille qui est une femme, pardon, qui, au début, il a fallu qu'on aille signer le contrat chez elle pour la faire venir. Pour vous dire, le contrat de travail, elle refusait de venir. Donc on est allé chez elle, on a dit, mais si, on a besoin de toi, on a envie que tu sois là. Et au début, dès qu'un collègue quelconque, pas le directeur, mais un collègue quelconque lui faisait un reproche, elle foutait le camp à la maison, elle ne revenait plus. Donc elle ne revenait pas d'une semaine, ça durait. Aujourd'hui, elle est là tout le temps. Alors elle, tout le temps quand elle peut, il y a des jours où elle est encore fatiguée, elle ne peut pas venir, mais elle vient, elle a compris et elle donne ce qu'elle peut à TAE. Certes, elle n'est pas rentable au sens de ce qu'une entreprise classique demanderait. Elle travaille dans l'équipe bâtiment. Donc on fait de la peinture et on reconditionne des ordinateurs. Là aussi, s'il y a des clients potentiels, je suis un preneur. Donc nos produits sont tout à fait de qualité du marché. Simplement, ils sont au prix du marché, mais ils sont souvent un peu plus longs à être réalisés que dans les entreprises classiques. J'en dis pas plus, autrement je suis intarissable. Merci Didier. Mais on va pouvoir discuter et échanger ensuite. Monseigneur Benoît de Sinetti, vous êtes vicaire général du diocèse de Paris, je l'ai dit tout à l'heure. Vous accompagnez les captifs. Alors vous n'êtes pas entrepreneur, non. Ni du milieu associatif, et pour autant, vous avez écrit ce livre, Il faut que des voix s'élèvent, chez Flammarion, notamment autour de la problématique des migrants, avec ce souci aussi qui incluait la problématique du travail, mais peut-être aussi au-delà, vous avez envie de réagir à ce que nous avons entendu ce soir. Oui, parce que comme vous le dites, moi je ne suis pas entrepreneur, ni responsable d'une grande association. Je n'ai jamais travaillé à titre personnel, tout du moins de manière salariée. Donc j'ai une expérience du monde du travail un peu particulière. Mais j'ai quand même cette expérience à travers les rencontres que je peux faire. Voilà. Depuis que je suis prêtre, un peu plus de 21 ans. Et c'est peut-être ça par lequel je voudrais commencer. Vous rapporter 2 ou 3 petites anecdotes, voilà, qui m'ont fait cheminer dans ma réflexion sur ce travail. La première anecdote, elle remonte à l'époque où j'étais jeune prêtre, dans le 18e, dans le nord de Paris. Et je vois un jour arriver à mon accueil un jeune mineur d'origine africaine, d'un pays du centre de l'Afrique, qui avait 14-15 ans et qui arrive devant moi en me disant, ben voilà, je suis arrivé en France, on était en 98, 99, donc il y a presque, c'était l'autre millénaire, voyez-vous. Et il me dit, ben voilà, je viens d'arriver en France et je ne sais pas très bien où dormir. Là, j'ai été déposé par mon frère qui m'a fait venir il y a une semaine ou 15 jours. Je logeais chez un cousin, porte de la Chapelle, dans une chambre de bonne où il est avec sa copine. Au bout de 8 jours, sa copine en a eu marre de m'avoir au pied du lit, parce que évidemment. Et donc ils m'ont mis dehors, voilà. Et donc je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et j'ai découvert à cette occasion-là tout ce monde des services sociaux que j'ignorais complètement parce que j'en avais été préservé à titre personnel jusqu'alors. Et en l'amenant à la mairie du 18e, dans les bureaux d'aide sociale qui étaient là, en face de l'église, je discute avec l'assistante sociale qui me dit oui, évidemment, il est mineur, donc on va le prendre en charge. Puis elle le fait sortir, et puis elle me dit, vous savez, le mieux pour lui, c'est quand même que vous vous en occupiez directement, parce que sinon, dans 2 ans, il est en prison. Voilà. Donc je me suis retrouvé à 29 ans, à 30 ans, avec un garçon de 14-15 ans dont je ne savais pas très bien quoi faire. On l'a accueilli à la paroisse, dans un studio. Je vous passe les détails, mais c'est pour vous donner la genèse de l'histoire. Et puis il se trouve qu'il est resté 5 ans dans la paroisse, à être scolarisé, accompagné par des paroissiens, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, moi j'aimerais bien travailler un peu pour avoir un peu d'argent de poche, parce que évidemment il avait besoin d'avoir un peu d'argent, de sentir qu'il pouvait en gagner aussi, et pas uniquement dépendre de la générosité des autres. Et donc j'avais un ami entrepreneur à l'époque, que j'appelle pour qu'il ait un petit job d'été, comme manutentionnaire dans ses entrepôts. Et il n'y a pas de problème, il le prend. Premier été, ça se passe très très bien. 2e été, ça se passe très très bien. 3e été, il était en terminale et il me dit, moi j'aimerais bien être un peu en relation clientèle, moins dans les entrepôts, mais voilà, en lien avec les clients. Alors j'appelle cet ami, c'est un très très bon copain, qui en plus est un homme profondément croyant.
Encore une fois, je précisais, on était en 99, 2000, et je lui dis, écoute, voilà, tu vois, ce type-là que tu emploies depuis 2 ans, me dit, oui, il est vraiment bien. Et je dis, en fait, il aimerait bien être en rapport clientèle. Alors, il y a un grand silence. Puis il me dit, Benoît, mais t'es fou, tu me fais faire un truc dingue. Jamais. Il me dit, en fait, j'y réfléchis maintenant, mais jamais on met un noir en rapport clientèle. Jamais. Mais bon, enfin, il me dit, ouais, maintenant, évidemment, c'est absurde. Donc, OK, on va le prendre. Voilà. Et aujourd'hui, ce garçon, après plusieurs années, une école de commerce qu'il a réussi à faire, il a monté son entreprise à Lyon, et donc il est chef d'entreprise. Voilà. Donc c'est intéressant, je me dis, voilà, c'est des choses quand même qui, quand on est, évidemment, voilà, beaucoup d'entre nous, on n'a jamais eu cette réflexion-là. On n'a même jamais pensé que ça puisse se passer, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des préventions. Voilà. Le travail et toi. Voilà. C'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens auxquels, on a beaucoup parlé des personnes handicapées, des personnes exclues socialement. Voilà. Quels sont les critères en fait, qu'on utilise? Et je dis ça parce que par la suite, évidemment, et encore aujourd'hui, il m'arrive d'accompagner des couples vers le mariage et de les préparer donc au mariage. Et je me rappelle de ce couple il y a quelques années. J'étais à l'époque à Saint-Germain-des-Prés, donc un autre quartier de Paris un peu différent de celui de la Porte de Clignancourt. Et je vois que vous connaissez bien, peut-être mieux que la Porte de Clignancourt du coup. Alors. Et donc, je me souviens un soir attendre un couple de fiancés qui se préparaient au mariage, puis ils n'arrivent pas. Ils étaient tous les deux avocats, puis il était 20h, 20h15, je me mets à mon balcon, je guette un peu, je fume une cigarette. À l'époque, je fumais, j'ai arrêté depuis. Et je les vois arriver à 20h15, 20h20, 2 taxis qui s'arrêtent l'un derrière l'autre, mais vraiment au même moment, je vous assure que c'est vrai, et ils sortent tous les deux de leur taxi avec à la main leur BlackBerry, et ils arrivent devant la porte de mon immeuble, et là, ils se retrouvent. Ah, t'es là, c'est formidable. Ils arrivent chez moi, je leur dis d'abord, 1, vous vous foutez du monde, parce que moi, ça fait une demi-heure que je vous attends et j'ai un peu de choses à faire. Et 2, vous êtes vraiment des imbéciles profonds. Je leur dis, vous vous rendez compte? Vous n'êtes même pas mariés, et voilà comment vous vivez. Voilà. Et je dis ça parce que je pense que finalement, sans qu'on s'en rende compte, mais le mépris, en fait, et l'exclusion du travail de catégories de plus en plus importantes de la population, au prétexte qu'elles ne sont pas rentables, au prétexte qu'elles ne peuvent pas s'insérer dans les chaînes de production, qu'elles n'ont pas la capacité et que c'est plus facile de les subventionner à rester chez elles plutôt qu'à se casser les pieds à trouver des solutions comme vous essayez d'en trouver les uns et les autres. Ce mépris-là, il a aussi des répercussions sur ceux qui travaillent à des postes de plus en plus de responsabilité. Parce que l'inhumanité dont on fait preuve avec les plus petits, en fait, elle se répercute progressivement, par contagion, sur toutes les catégories sociales. Et ça, je pense qu'il y a là quelque chose d'important à réfléchir, presque d'un point de vue presque cynique, j'allais dire. C'est que ce qui arrive aux plus petits, un jour ou l'autre, finira par m'arriver à moi aussi, et j'en paye aujourd'hui les répercussions, quelle que soit mon importance sociale et mon importance dans l'entreprise. Voilà. Et puis la troisième chose qui me semble importante aussi, et que je tire un peu de mon expérience plus récente avec les migrants, puisque depuis 2 ans et demi comme vicaire général, parmi les dossiers que j'essaye d'accompagner, il y a celui de l'accueil et de la prise en charge des migrants sur Paris. Ce qui me frappe, c'est de voir de plus en plus dans les motivations de ceux qui arrivent jusque chez nous, notamment chez des jeunes Africains, le désir de pouvoir avoir simplement une vie meilleure. Ils ne fuient pas la guerre, ils ne fuient pas des famines épouvantables, des conditions climatiques particulièrement monstrueuses, mais ils viennent simplement pour avoir, disent-ils, une vie meilleure que chez eux, et donc trouver un travail voilà, qui leur permet de pouvoir s'épanouir et d'être davantage rémunérés, et d'avoir une espérance de bonheur plus grande que chez eux. Et je me dis, en fait, on est beaucoup aujourd'hui à essayer de mesurer les quotas, les nombres, le seuil d'acceptabilité pour une société comme la nôtre, d'une présence qui vient de l'immigration de pays étrangers. Mais la question fondamentale, elle est celle du droit au travail et de la répartition de ce droit sur l'ensemble de notre terre. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on est encore aussi frileux, certes dans la manière d'accueillir les gens quand ils viennent ici, mais aussi d'essayer de trouver avec eux des solutions pour qu'ils puissent
trouver et susciter du travail, non seulement ici, mais d'abord chez eux. Voilà. Et il y a là aussi, et ça nous fait sortir de Paris et des frontières de notre pays, et de notre continent même. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, et c'est juste, je terminerai là-dessus, pourquoi est-ce que, par exemple, dans nos écoles de commerce qui forment tant d'esprits brillants et performants, où on nous apprend, où on leur apprend par-dessus tout à être efficaces, voilà, à être des managers, voilà. Pourquoi est-ce que dans cette fameuse année de césure, qui maintenant est devenue une norme un peu générale à toutes les études supérieures, on ne proposerait pas à des étudiants de nos écoles de commerce, certes d'aller comme ils le font à New York, à Shanghai, à Singapour, à Hong Kong, pour pouvoir goûter et s'oxygéner un peu dans la haute finance et dans le business international, mais pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi avoir le choix de partir dans des pays d'Afrique pour pouvoir là coacher, accompagner des jeunes de leur âge qui cherchent à monter une entreprise, un garage, un petit business, et avec du microcrédit pendant 1 an, les accompagner d'une manière responsable. Je pense que ça les oxygénerait au moins autant que de découvrir les grandes places financières de la planète. Et voilà, donc je me dis, en fait, toutes ces initiatives, elles sont tellement importantes. Et c'est peut-être là une des faiblesses de l'Église en France aujourd'hui, c'est qu'elle a, notre Église, de très grandes richesses en matière de formation intellectuelle, en matière d'accompagnement spirituel, en matière de proposition, notamment aux jeunes, mais à tous les âges, de relecture de vie, etc., etc. Mais sans doute que nous nous sommes trop désengagés, nous, chrétiens, de tout le champ du social. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un pape qui vient d'un pays qui est pétri par la pensée sociale de l'Église. Voilà. Et qui sait, lui, ô combien l'importance de pouvoir non pas simplement aider les pauvres, mais réfléchir avec eux, et pas simplement pour eux. Voilà. Et sans doute qu'en France, il y a eu cette génération de grands prophètes. On a parlé du Père Wresinski, il y a évidemment l'abbé Pierre, il y a un certain nombre de grandes personnalités, voilà, qui ont marqué l'histoire de notre pays et de l'Église dans ce pays. Aujourd'hui, sans doute que... voilà, il y a ce désengagement, une forme de frilosité, d'inquiétude à s'engager résolument là-dedans. Et c'est pour ça que je trouve que notre débat de ce soir est particulièrement essentiel. Merci, M. Ancinetti. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis.